Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JeUnDoute.com. Imaginez que nous vous fassions une proposition. Imaginez que nous vous demandions d'accepter la présence permanente chez vous d'une personne nous représentant. Imaginez que cette personne, toujours par-dessus votre épaule, surveille tout ce que vous faites. Vraiment tout. L'objectif de cette personne serait de nous rapporter en détail qui vous êtes, ce que vous pensez, vos préférences politiques, vos goûts musicaux, vos films ou vos livres préférés et même vos préférences sexuelles. Connaître en détail votre entourage, votre famille, vos amis et même vos connaissances occasionnelles. Imaginez que nous revendions ces informations au monde de l'industrie et aux États sans explication ou par un simple « Pour plus de sécurité ». Proposition délirante? Pas tant que ça. Si je vous disais que cette personne est déjà chez vous depuis des années et vous avez accepté sa présence sans même le savoir. Si, c'est bel et bien le cas car vous êtes probablement un parmi les milliards qui l'ont accepté bras ouverts. Mais qui est donc cet intrus dans votre intimité? Il s'appelle Microsoft, Apple, Google, Yahoo, Facebook, Dropbox, la liste est longue. Ce n'est plus un grand secret, surtout depuis certaines révélations de Julian Assange et d'Edward Snowden, qui sont loin d'être les seuls à avoir tiré la sonnette d'alarme, mais ces derniers sont assez médiatisés pour que vous ayez entendu leur nom au moins une fois. Que nous disent-ils tous ces lanceurs d'alerte? Ils nous informent que notre vie privée est purement et simplement inexistante de nos jours. Qui est l'assassin de notre vie privée? Bon, prenons du recul et examinons le sujet. Votre ordinateur est un PC ou un Mac. Vous faites donc partie des plus de 99% d'utilisateurs de Windows ou macOS qui sont des productions états-uniennes. Vous effectuez vos recherches sur Google, Yahoo, MSN ou Bing. Vous faites donc partie des près de 99% d'utilisateurs que représentent ces services d'origine états-unienne. Vous avez un smartphone dans la poche? Non, il n'est pas assemblé aux États-Unis, mais l'OS qu'il utilise, lui, est certainement made in USA. Les iPhones, iPad ou iPod d'Apple utilisent tous iOS et la quasi-totalité des autres smartphones utilisent Android, fruit du géant Google. Vous faites donc encore partie des 99%. Vous stockez des documents en ligne, vous utilisez probablement Dropbox ou Google Drive, Microsoft SkyDrive ou encore Apple iCloud. Vous faites donc partie des plus de 99% d'utilisateurs qui utilisent ces services américains. Vous êtes du genre hyper social? Vous faites donc probablement partie des plus de 99% qui utilisent Facebook et ou Twitter? D'où vient Facebook et Twitter d'après vous? Il serait possible de lister ici de nombreux autres exemples, mais je pense que vous avez saisi l'idée générale. Alors, en quoi c'est dangereux que les États-Unis occupent ainsi un rang de dieu de l'informatique et d'Internet? Le problème se cache dans la législation américaine. Après les attentats du 11 septembre 2001, une série de lois a été mise en place par les États-Unis pour se défendre contre les attaques terroristes. Concrètement, leur logique consiste à dire que tout le monde est coupable de terrorisme jusqu'à preuve du contraire, et c'est cette série de lois qui est à l'origine de la destruction de la vie privée de la planète entière, car même si vous habitez en France, vous utilisez des outils états-uniens qui sont tous régis par la législation des États-Unis. Par voie de conséquence, vous êtes vous aussi un terroriste jusqu'à preuve du contraire et vous devez être surveillé comme le terroriste potentiel que vous êtes. Tout ceci peut paraître absurde ou exagéré, mais ces derniers temps, la réalité nous a habitués au fait qu'elle dépasse souvent nos pires cauchemars. Évidemment, certains se sont rebellés contre ces lois liberticides qui touchaient la planète entière. Les pionniers ont bien sûr été traités de paranoïaques complotistes par les spécialistes du « ça se saurait ». Mais depuis les révélations de Snowden, le discours a changé. Nous avons commencé à entendre cette fameuse phrase « Je n'ai rien à cacher, donc je m'en fous ». Cette phrase a été tellement matraquée par nos représentants politiques et les médias que nous la répétons sans réfléchir ou comprendre ce que cette phrase implique. Pour cela, opérons une petite pause historique. Quand avons-nous pu entendre cette phrase pour la première fois? 2011? 2002? Les années 90? Non, bien avant. Le premier à la prononcer a été Paul Joseph Goebbels, ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande du Troisième Reich. Hitler n'appréciait en effet pas trop les résistants, opposants, homosexuels, juifs, tziganes ou francs-maçons. Donc on fouillait les maisons pour chercher le moindre indice ou la moindre trace de ces derniers afin de les éliminer, ce qui a provoqué un malaise au sein de la population. C'est à ce moment-là que la phrase de Goebbels entre en jeu pour imposer l'acceptation de l'inacceptable. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Mais alors, si cette phrase vient d'un des personnages les plus sombres de l'histoire,
Pourquoi l'utilisons-nous aujourd'hui pour justifier l'injustifiable? Il y a aussi un autre détail très important qu'il faut absolument prendre en considération. Quand un dictateur prend le pouvoir d'un pays, la première chose qu'il fait, c'est d'éliminer la vie privée. Ceci lui garantit une surveillance totale de la population afin de tuer la résistance dans l'œuf. Par le passé, les gens se surveillaient eux-mêmes. Supposons que je sois un homme marié et avec un enfant. Ma femme est fatiguée de la dictature et commence à parler mal du dictateur. Si je ne la dénonce pas et qu'un voisin le fait à ma place, j'irai au goulag avec elle et l'enfant. Donc pour sauver l'enfant, je la dénonce. Le résultat de tout ceci est une population qui a peur. Peur de penser en dehors de la ligne dictée par le dictateur. La peur de penser. C'est bien là que se trouve l'importance de la vie privée. Je sais très bien de quoi je parle car j'ai grandi dans une des dictatures les plus violentes du siècle dernier et j'ai vécu tout cela. J'étais enfant à l'époque et je comprenais peu la situation, mais cette expérience me permet aujourd'hui d'avoir un autre prisme d'analyse sur la destruction de la vie privée. L'autre argument utilisé pour justifier l'injustifiable, c'est l'utilisation du terrorisme. On vous dit qu'on doit vous surveiller car on cherche les terroristes qui risquent de faire péter une bombe près de chez vous. Ah bon? Mais Madame Merkel, représenterait-elle une menace terroriste pour les États-Unis? Vous vous doutez bien que non. Mais alors pourquoi la surveiller dans ce cas? Je ne comprends pas. Et vous? La définition du terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques. Pensez-y en regardant la télé. Mais alors, que faire? Premièrement, informez-vous. Nous avons choisi quelques vidéos que vous pouvez regarder afin de comprendre plus en détail le pourquoi du comment. Nous ne pouvons pas tout expliquer dans une vidéo courte car le sujet est assez complexe et la situation ne va pas en s'améliorant. Deuxièmement, après vous être informé et rempli d'arguments, parlez-en à votre entourage. Mais n'oubliez pas qu'avant de savoir, vous ne saviez pas non plus. Donc soyez patient et allez-y étape par étape pour ne pas clore la discussion avec votre interlocuteur. Et troisièmement, prenez soin de votre vie privée en cherchant et utilisant les alternatives qui existent. N'oubliez pas que le pays d'origine du service que vous utiliserez compte pour des questions législatives. Donc renseignez-vous un minimum sur ces alternatives, leurs credos et leurs obligations légales. Ne prenez pas à la légère la vie privée. Rappelez-vous qu'il y a une bonne raison pour laquelle nous votons dans un isoloir. En regardant d'où l'on vient et où l'on est, on peut vite s'apercevoir que si rien ne change, là où l'on va, il ne fera pas bon vivre. N'oublions pas cette citation que certains attribuent à Thomas Jefferson, d'autres à Benjamin Franklin ou encore Sigmund Freud. Mais peu importe, l'important c'est son contenu. Celui qui sacrifie sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et à la fin il finit par perdre les deux. Évidemment, après tout ce qu'on vient de dire, ça serait ridicule de notre part de vous inviter à nous suivre sur Facebook ou Twitter, donc nous ne le ferons pas, car nous ne voudrions pas nourrir le système que nous dénonçons. Nous vous proposons une alternative qui est notre carnet où nous publions régulièrement les derniers articles de l'actualité qu'il ne faut pas rater, une façon simple pour vous de garder un œil sur ce qui se passe dans le monde en ayant les deux versions des faits. Nous finissons avec cette vidéo qui donne un bon aperçu de la gravité de la situation. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de JeUnDoute.com. Dag Fien. Dus kijk doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5,
voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng.